Planon est heureux de vous présenter Du verbe à l'action. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission, votre émission préférée du verbe à l'action, en effet, où nous réunissons des univers différents et on passe de très très bons moments de débat, en effet. Je vous présente ceux qui nous accompagnent ce soir. Vous le connaissez forcément, vous avez forcément lu un de ses livres. On est ravis encore une fois, toujours en direct évidemment, d'accueillir Bernard Werber. Bonsoir Bernard Werber. Bonsoir Lionel. Plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On parlera dans quelques instants de votre dernier ouvrage, le plus récent, le 25e roman, mais il y a eu plus de livres depuis, on en parlera dans quelques instants, avec donc La valse des âmes aux éditions Albin Michel. Pour nous accompagner, Samy Fatine est là également. Bonsoir Samy. Bonsoir Lionel. Plaisir de vous accueillir également, le General Manager de Planon Field Service France, et une thématique que nous avons choisie ensemble et sur laquelle nous allons pouvoir deviser, développer et débattre. Pourquoi technologie et environnement sont indissociables dans notre société? Je vous laisse quelques secondes pour bien réfléchir et peut-être pour nous envoyer quelques éléments de réponse. D'abord, un petit mot, avant que vous nous parliez, que vous nous présentiez Planon, un petit mot sur ce dernier ouvrage qui, encore une fois, est du pur Bernard Werber. Les critiques sont très très bonnes, parce que beaucoup disent que c'est l'un de vos meilleurs romans, Bernard Werber. Il y a évidemment toujours un peu de futurisme dans l'ouvrage. C'est un roman à la fois d'amour et d'aventure. Est-ce que vous pourriez le pitcher en quelques minutes ? Non. Non, vous ne pouvez pas. Non, alors je vais le faire. Il faudrait le faire. Alors, qu'est-ce que c'est mon héroïne qui s'appelle Eugénie Toledano qui va découvrir, enfin qui est une étudiante en histoire, qui va découvrir par son père qu'on peut, en utilisant la méditation régressive, revenir dans ses vies antérieures. Et elle va s'apercevoir que ça fait plusieurs vies où elle est avec une famille d'âmes et elle a comme un projet qui est de répandre les livres et l'écriture. Et donc déjà la préhistoire, elle a été parmi celles qui ont inventé l'écriture. Et après, à toutes ses vies, elle a défendu l'écriture, les connaissances et les livres. Et elle s'est retrouvée comme ça, notamment à Sumer, en Égypte et en Grèce. Et du coup, de nos jours, on s'aperçoit que cet enjeu pour les livres et pour les connaissances, de manière générale, pour la diffusion de lumière, n'est pas un combat gagné, parce qu'il y a des forces de l'obscurantisme en face, et qu'il y a les forces de l'ignorance aussi, et qu'il faut à nouveau rappeler aux gens des vérités qu'ils ont oubliées, et puis surtout, il faut connaître réellement ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce qui veut dire que, et on en vient à notre débat, tout n'est pas technologie, encore que aujourd'hui, avec l'évolution de notre société, on pourrait le penser. Mais vous démontrez le contraire. Vous écrivez notamment dans cet ouvrage que notre vie est influencée par l'hérédité, par le karma et par le libre arbitre. Donc tout ce qui est technologie ne nous influence pas dans notre vie aujourd'hui et n'influence pas l'environnement dans lequel nous vivons et l'avenir de notre planète qui est en difficulté, Bernard Werber. Les technologies, les outils en général, je veux dire, dès le moment où on a pris 2 silex et qu'on a commencé à les taper, on va dire que la technologie a commencé à apparaître dans notre monde, mais ne sont que des outils. Après, c'est les mentalités, c'est-à-dire c'est notre esprit qui va transformer un outil en usage bénéfique ou maléfique. Le feu, ça permet de cuire la viande et ça permet de détruire une maison. Le marteau, ça permet de construire une cabane et ça permet de fracasser un crâne. Et le nucléaire permet la bombe atomique et permet l'électricité. Après, est-ce que les gens qui ont inventé ces technologies sont responsables de la manière dont elles ont été utilisées? Je ne pense pas. Ce qu'il faut, c'est changer les mentalités pour que ces outils soient utilisés à bon escient. Mais même l'intelligence artificielle ou Internet, c'est fait pour connecter les gens et ça peut être utilisé pour diffuser des mensonges. De même que l'intelligence artificielle, ça peut servir à faire du chômage et ça peut servir à aller plus vite pour réaliser des projets. Donc, tous ces outils ne sont pas responsables. Ceux qui sont responsables, c'est les gens qui les utilisent, qui les dirigent et qui prennent les décisions. Je me rappelle Isaac Asimov dans
les robots disaient qu'il fallait trois programmations. Il fallait programmer. La première loi d'Asimov, c'est un robot n'a pas le droit de faire du mal à son propriétaire. La deuxième, c'est qu'il doit toujours servir le propriétaire. Et la troisième, c'est si seulement les deux premières lois sont respectées, il peut essayer de sauver sa propre peau. On va dire ça comme ça. Mais ça s'applique à toutes les technologies. Si on mettait dans les programmations un logiciel ne doit pas faire de mal aux humains, ça donnerait autre chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour guider un missile qui va tuer des humains. Donc on est déjà dans le cas où des robots sont utilisés pour faire du mal. Samy Fathine, est-ce que vous rejoignez le propos de Bernard Werber, son univers, mais surtout cette démonstration sur les logiciels? Quand on conçoit des logiciels dans le cadre de l'immobilier de bureau, est-ce qu'on réfléchit en effet à l'impact que cela peut avoir sur les humains? Et là, on sort du cadre stricto sensu de ce qu'on pourrait appeler la technologie, en effet. Alors, c'est vrai qu'au-delà du fait que je peux partager effectivement un certain nombre de choses qui ont été dites par Bernard Werber, je dirais que les solutions telles que Planon peut les concevoir sont d'abord conçues pour servir l'humain. Donc c'est vrai que la première des vocations de nos solutions, c'est d'aider l'humain finalement à réussir à atteindre ses objectifs. Donc c'est déjà une première chose. Après, dans le cadre de l'immobilier, on peut bien sûr tout imaginer, mais c'est vrai que le caractère de nuisance qu'on peut imaginer à travers l'usage de nos solutions est quand même relativement limité. Après, ils peuvent être détournés. Il y a des gens qui sont d'ailleurs spécialistes dans ce domaine-là, qui cherchent à détourner. C'est-à-dire ? On pense évidemment aux problématiques de confidentialité des données, de hacking qui existent, donc de menaces qui pèsent sur les solutions informatiques, ce qui nous oblige, en tant qu'éditeur, d'avoir effectivement la responsabilité d'héberger nos solutions dans des environnements qui sont robustes et qui permettent justement d'éviter ce type de problématiques, et en même temps de développer nos solutions de manière efficace et de manière, je dirais, en respectant les bonnes pratiques de développement, pour que ce soit justement résistant. Alors, rien n'est jamais résistant à toute attaque, mais en tout cas d'avoir un maximum de protection pour à la fois les usages qui sont prévus par la solution, mais en même temps pour les données qu'elle manipule. Pour cette émission, nous avons défini donc que l'environnement et la technologie sont indissociables dans notre société, mais on peut se contredire et on peut en parler ensemble, parce que peut-être, Samy Fathine, que c'est plus la technologie qui influence notre environnement aujourd'hui, dans un spectre large en effet de notre société, mais aussi dans le cadre de votre activité. Mais c'est vrai que les technologies, elles ont une influence sur l'univers des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, Bernard Werber le disait, c'est d'abord un outil, mais c'est un outil qui vient prolonger le bras et la pensée humaine. Et de ce point de vue, effectivement, l'humain avec la technologie est peut-être surhumain, devient peut-être surhumain, mais ça lui permet aussi, et dès lors qu'il a une vision qui se projette dans un objectif de développement, d'amélioration de son environnement immédiat, eh bien d'être plus efficace et peut-être d'atteindre, en tout cas de tendre à atteindre ses objectifs. Et de ce point de vue-là, oui, ça façonne la pensée. Je pense que si on pouvait venir dans nos vies antérieures et revenir dans nos vies antérieures, essayer de voir quel était notre champ des possibles, quel était jusqu'où on pouvait se projeter en tant qu'homme pour atteindre ses objectifs et progresser, on se serait vite trouvé par rapport à notre conscience d'aujourd'hui très limité par rapport à ce que nous pouvons atteindre. Aujourd'hui, avec notre petit appareil rectangulaire dans notre poche, nous pouvons atteindre et communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète instantanément, sans aucune difficulté, ce qui veut dire que notre voix porte elle aussi à travers l'espace, et on pourrait dire à travers le temps, puisque tout ça est bien évidemment archivé et enregistré. Et on voit bien là que lorsqu'on a conscience de ce que la technologie nous permet de faire, elle va façonner aussi notre ambition, façonner notre possibilité finalement à influencer le monde et les personnes qui la composent. En effet, donc, on est d'accord, la technologie influence le monde, mais la technologie peut-elle sauver notre monde ou peut-elle sauver l'être humain? Parce que dans vos ouvrages, Bernard Werber, il y a toujours une forme de finitude ou de crainte d'une forme de finitude dans l'avenir. Est-ce que la technologie peut véritablement sauver l'être humain ou le détruire? La clé est cette phrase de Rabelais, on n'a pas trouvé mieux, et il faut vraiment la comprendre, c'est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il y a un moment où on entend cette phrase, on la sent, et un moment où on la comprend dans son intensité. C'est-à-dire que même la médecine peut faire du mal. Même des choses qui sont censées être que bénéfiques peuvent être négatives. Donc il y a un moment où il faut la conscience. Et la conscience, c'est le seul truc qui manque pour l'instant à l'intelligence artificielle.
Donc l'enjeu, ce qu'on est en train de vivre et qui me semble fabuleux, moi je trouve que c'est la meilleure période de toute l'histoire de l'humanité. Vous parliez de vie antérieure. Avant, on ne pouvait pas faire grand-chose, on n'était pas au courant de ce qui se passait à côté. On vivait 40 ans en moyenne, là on vit 80 ans, donc on a plus de temps pour comprendre et pour agir. Notre époque va nous permettre d'apprendre plus vite, d'agir plus vite. Après, c'est notre degré de morale personnelle qui définit ça. C'est pour ça que quand tu faisais la référence à nos 3 sources à la base, qui sont l'hérédité, le karma et le libre arbitre, c'est avec ces 3 choses-là qu'on arrive dans le jeu, que le bébé arrive dans le monde. Après, si on ne fait que l'hérédité, on reprend le métier de papa. C'est simple. Après, si on fait que le karma, donc on reprend l'influence dans ses rêves, par exemple, de sa vie antérieure. Et si on fait que le libre arbitre, on ne se laisse ni influencer par sa vie antérieure, ni influencer par son hérédité. Et on fait n'importe quoi selon son intuition. Mais cette période-ci va nous permettre non seulement d'utiliser la technologie pour décupler toutes nos possibilités, mais va nous permettre d'utiliser la technologie pour nous protéger de la technologie. C'est-à-dire qu'on va utiliser la connaissance, par exemple, peut-être dans vos immeubles, de comment on perd des calories ou comment on augmente le CO2 ou l'empreinte carbone. Et avec ces détecteurs, on va trouver des nouveaux matériaux qui vont être plus efficaces, qui vont être plus écolos. Donc, en fait, la science va nous sauver de la science. Mais après, il faut qu'il y ait une intention politique, il faut qu'il y ait une volonté presque populaire, c'est-à-dire qu'on se dise, après tout, on est prêt à renoncer un peu de notre confort pour laisser à nos enfants une planète viable. Et cet enjeu-là, qui n'est pas présenté, on ne présente pas les choses comme ça, c'est la clé du système. Est-ce qu'on est prêt à faire un peu moins vroom vroom avec sa voiture pour que l'air soit plus respirable pour nos enfants ? Et cette chose-là, n'étant pas présentée, les gens se disent, ça serait bien que l'air soit plus respirable pour nos enfants, mais on ne leur dit pas, il va falloir que vous arrêtiez de faire vroom vroom avec votre voiture. Et que peut-être vous mettiez au vélo, peut-être que vous trouviez autre chose. Donc, vu que ce n'est pas présenté, vu que ce choix n'est pas le choix qu'on propose, au final, on avance et on se dit, c'est affreux, pourquoi il y a des trous dans la couche d'ozone, pourquoi l'air est respirable, pourquoi il y a de la pollution, alors qu'en fait, on peut agir et il peut y avoir des sortes de solutions qui sont juste du bon sens, plus de la technologie appliquée dans une vue d'un objectif qui est juste laisser cette planète viable, ne pas nous déconnecter de la nature aussi, et faire qu'un jour on ne soit pas obligé d'acheter de l'air, acheter de l'eau et acheter de la terre, parce que ces 3 choses-là ont été tellement souillées qu'on est obligé de chercher des endroits où c'est pur. Mais je pense que Samy, vous fabriquez des maisons qui sont aussi de plus en plus écologiquement compatibles, et c'est ça, c'est le futur. C'est-à-dire qu'il y ait une volonté déjà de faire mieux que ce qui existait avant, de faire mieux que ce qu'ont eu nos ancêtres. Pour améliorer notre karma aussi, peut-être d'une certaine manière. Que fait Planol justement pour améliorer tout l'environnement des habitations, des immeubles, de l'immobilier de bureaux, pour que l'air soit plus respirable, pour que notre planète, si tant est que ce soit possible, s'améliore et que nos enfants, et peut-être les futurs collaborateurs et collaboratrices de Planon, puissent évoluer dans de bonnes conditions. Oui. J'imagine que vous avez forcément conscience de ça, c'est un pilier important. Je pense que c'est un point essentiel et je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que un des facteurs, je dirais, déterminants de ces dernières années, c'est qu'il y a eu une véritable prise de conscience à plusieurs degrés. Et justement, là où je vous rejoins, c'est qu'aussi bien par la volonté politique, la volonté aussi, je dirais, de la société qui a pris conscience d'une nécessité, finalement, d'agir dans le même sens. Alors effectivement, on n'a pas toujours bien conscience de ce que ça veut dire, c'est-à-dire la contrepartie qui est nécessaire dans le changement des habitudes, le changement de mode de vie. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à opposer pas mal des nouvelles générations qui seraient effectivement assez en recherche de cette conscience, en tout cas de transformer des usages et dans l'objectif, je dirais, effectivement d'aller dans le sens de l'amélioration de l'environnement au sens général, avec des populations peut-être plus anciennes, dont nous faisons probablement partie. Moi, je pense que ça n'est pas tout à fait vrai. Je pense que, en fait, nous avons juste pendant longtemps été
assez inconscients de nos actes. Alors peut-être pas tout le monde, mais en tout cas le commun des mortels n'avait pas forcément conscience de l'impact, de l'empreinte. J'aime bien ce terme d'empreinte, hein, finalement, carbone ou autre chose, l'empreinte de notre civilisation sur notre planète. Nous-mêmes, en tant qu'éditeurs, à notre humble niveau, on a surtout développé des solutions de manière très opérationnelle, l'objectif étant de répondre à un besoin immédiat. Et pendant longtemps, je pense qu'il y avait relativement peu de vision, à part peut-être l'optimisation, d'être plus rentable, plus efficient, ça certainement, cette donnée financière, économique. Là, on voit qu'il y a un renversement total de tendance. Et ça, moi, je m'en félicite, en tout cas personnellement, dans la société dans laquelle je travaille. C'est qu'il y a aujourd'hui une vraie vision, un vrai propos. On parle même chez nous de management par intention. L'intention de contribuer à finalement cette amélioration. Mais n'est-il pas trop tard ? Alors, Parce que là, il y a une conscience, une prise de conscience en effet, et une volonté de faire les choses. Ce ne sont pas que des mots, mais est-ce qu'on peut rattraper le retard dans lequel notre planète et notre univers se sont enfoncés? Alors, quand on lit un peu les publications dans ce domaine, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit émerger comme, peut-être pas consensus, mais comme idée un peu maîtresse? C'est qu'on ne reviendra probablement pas en arrière, mais en revanche, on peut certainement rester à peu près à ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas l'idéal, mais enfin bon, on ne va pas non plus être trop dramatique, la vie est quand même belle, on vit quand même encore dans un pays qui est très beau, sur une planète qui est encore très belle. On vit plus vieux, Bernard Werber le rappelait tout à l'heure. On vit plus vieux, mais surtout, notre environnement ne s'est pas encore dégradé de manière totalement, je dirais, invivable. Il faut relativiser, c'est sûr. Il y a un coût économique, il y a un coût social, il y a un coût... il y a certainement aussi, c'est vrai, des choses qui ont été perdues, mais... Je pense qu'on peut quand même grandement se satisfaire de conserver ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons connu. Et puis c'est vrai que, si je fais un peu le lien avec ce que vous avez dit, Bernard, c'est que finalement, le travail de mémoire, il est quand même à notre échelle. Alors après, avec les systèmes de méditation, on peut régressive, on peut revenir à des mémoires antérieures, mais si on se limite à notre mémoire d'aujourd'hui, on peut finalement, c'est le monde que nous avons connu, les personnes qui naissent aujourd'hui naissent dans ce monde-ci, et c'est celui-ci qu'il faut préserver. Donc de ce point de vue, pour répondre à votre question, je pense que non, il n'est pas trop tard. Il existe des solutions qui permettent d'être efficaces, contribuer, et si en plus elles peuvent s'associer à une vraie vision, à une vraie prise de conscience, et je dirais à une acceptation sociale finalement d'investir dans notre futur commun, alors je pense qu'on peut encore véritablement atteindre notre objectif. Les animaux, les insectes, les fourmis, n'avaient-ils pas déjà conscience avant les êtres humains de ce dont on est en train de parler? Je précise d'ailleurs que depuis quelques jours maintenant, le jeu vidéo Les Fourmis, inspiré directement de votre ouvrage, évidemment, Bernard Werber. Non, mais c'est assez intéressant, effectivement, parce que si on peut passer par l'aspect ludique pour enseigner, pour permettre à l'être humain de comprendre les choses, pour favoriser un avenir plus clément, c'est formidable. Oui, merci. Mais. Non, il n'y a pas de oui, mais, il y a oui et. Puisqu'on parlait de bâtiments et d'empreinte carbone, les fourmis, notamment les fourmis des bois qu'on trouve dans nos forêts, ont trouvé un système d'architecture qui est en même temps aéré, qui est connecté à de l'eau en dessous et qui fonctionne de manière à ne pas abîmer l'extérieur. Mais les fourmis sont sur Terre depuis 120 millions d'années, nous sommes sur Terre depuis 3 millions d'années. Même si nos villes font plus d'impact sur la nature, on peut, à leur niveau, les fourmilières ont trouvé un système dans lequel, en fait, un système écolo qui fonctionne. Donc, je crois au biomimétisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on n'arrive pas à trouver des solutions, regardons comment les insectes, comment les animaux, comment les végétaux ont trouvé des solutions par rapport eux-mêmes aux problèmes de pollution, aux problèmes de comment trouver de l'eau pure, comment arriver à créer une synergie avec les autres formes de vie. Il y a une chose qui est importante, c'est ne pas oublier qu'on est des êtres vivants connectés à un système vivant, à une planète vivante. Et quand on fait des maisons en béton avec du sol en goudron, on se coupe de la nature. Et au bout d'un moment, nos pieds ne touchent plus cette terre que nos ancêtres ont foulée, et on a oublié qu'on était des animaux. D'ailleurs, moi je dis souvent, quand les gens sont stressés, je leur dis, allez vous promener en forêt. Rien que le fait de se reconnecter aux arbres, de voir qu'il y a autre chose que les klaxons des voitures, les lampes, les gens qui courent dans tous les sens, le métro, toujours se dire, ok, ça existait avant, ça existera
probablement après, sauf si on casse vraiment tout. Et ça, c'est le vrai truc. On peut avoir des problèmes de boulot, on peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir des problèmes familiaux. Il y a un moment, juste quand on marche en forêt, on sent juste l'air déjà, qui est normalement censé être moins pollué. On se rappelle qu'on est un animal vivant parmi une nature vivante. Tout le reste s'harmonise. Souvent, les comportements destructeurs, c'est des gens qui veulent du pouvoir et de l'argent très vite et qui ne réfléchissent pas au contexte général. En fait, j'écris des livres pour offrir des perspectives. Dans La valse des âmes, c'est une perspective dans le temps, mais c'est bien, Lionel, que tu as rappelé qu'il y a une perspective animale aussi. Nous sommes dans l'espace, nous sommes une espèce parmi d'autres. Là, on est en train de détruire beaucoup d'espèces. Notamment, il suffit de s'apercevoir un truc tout bête, c'est qu'on est en voiture, il n'y a plus d'insectes sur le calandre. Vous n'avez pas remarqué ça? Et sur les vitres. Je ne me suis pas posé la question. En effet, c'est vrai. Parce que tout simplement, il y a tellement de produits dans l'agriculture et qu'il y a de moins en moins d'insectes. Vous ne vous rappelez pas qu'on était jeunes, Oui, sur les pare-brises notamment, absolument. Il y avait toutes sortes de moucherons, il n'y a plus. Et ça veut dire déjà on s'est coupé un tout petit peu de ça. C'est très intéressant ce que nous dit Bernard Werber, mais peut-on véritablement l'adapter, redevenir dans le cadre professionnel, dans le cadre de l'entreprise, redevenir des animaux avec la nature, avec les arbres, avec la forêt? Se rappeler qu'on est dans des milieux vivants, un être vivant parmi d'autres êtres vivants. Parce qu'animaux, tel que tu dis, ça peut être perçu comme une régression. Un être vivant alors. Voilà. Un être vivant. Mais parce que les plantes ne sont pas animées, mais elles peuvent nous apporter des choses. Je ne sais pas si on en est déjà à faire des maisons dans lesquelles il y a des arbres à l'intérieur, où il y a de l'énergie de la nature qui est remise. Moi j'aime bien ces façades où on revoit toutes les plantes. On se remet dans notre fonction animale. À ce moment-là, on se rééquilibre, je crois. Est-ce que c'est compatible avec votre univers, justement, un retour à la nature dans le cadre de l'entreprise? Vous n'allez pas installer du lierre sur toutes les façades des bâtiments de vos entreprises. Mais il y en a de plus en plus quand même. Mais pourquoi pas? Oui. Alors nous, non, on ne va pas installer de lierre. Cela dit, c'est vrai qu'on constate, nous, on travaille en étroite collaboration avec notamment les directions de l'environnement de travail, les directions immobilières des grands groupes, et on voit que suite notamment aux événements du Covid, on va dire de cette génération du télétravail, ils ont quand même grandement dû repenser les environnements de travail pour les rendre beaucoup plus attirants, pour leur permettre d'être plus propices aussi à des échanges constructifs et d'appartenance avec les équipes, entre les personnes d'un membre de l'équipe. Et puis, on voit que dans le même temps, on a cette prise de conscience autour des enjeux environnementaux. Tout ça, finalement, moi je m'en félicite, a été plutôt bien, je dirais, digéré par les grandes organisations. Alors il y a eu un peu d'aide au niveau des réglementations pour pouvoir inciter les organisations à faire ces mouvements. Et puis il y a eu une aide peut-être un peu moins volontaire, ce qui est le coût de l'énergie qui a explosé suite aux événements, je dirais, sociaux, enfin pas politiques et géographiques récents. Et tout ça, finalement, a conduit à repenser le bâti qui doit évoluer. Et je pense que, effectivement, et le mettre en relation avec nous, habitants, finalement, ces bâtiments. Et puisque vous parliez, Bernard, effectivement, de biomimétisme, ce qu'on constate, c'était avec la nécessité de rendre plus efficients nos bâtiments, eh bien, on voit qu'il y a des solutions qui sont beaucoup moins énergivores, qui tendent à réapparaître. Pendant des années, je dirais, dans une espèce de délire babélien, on a construit des tours tout en verre, cristalline, qui brille au soleil. Et puis finalement, on s'est aperçu que ça créait des serres. Alors les serres, c'est bien, ça permet de développer les plantes. On en a mis quand même pas mal. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de plantes aujourd'hui dans les environnements de travail. Mais ça a quand même des effets involontaires, collatéraux. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des solutions, tout simplement, de rafraîchir naturellement la nuit en ouvrant les fenêtres des tours, créer des courants d'air positifs qui gardent finalement la fraîcheur, de venir ombrager les tours par l'extérieur. On voit aussi beaucoup émerger des nouveaux campus qui sont beaucoup plus horizontaux, qui sont beaucoup plus proches du sol et qui permettent notamment de créer des environnements boisés ou arborés où les collaborateurs vont pouvoir s'épanouir davantage et qui vont avoir un impact aussi effectivement sur la manière dont les bâtiments vont devoir être chauffés ou refroidis. Donc on voit quand même qu'il y a comme une sorte de retour à une forme de bon sens et qui en même temps vient réintroduire cette notion de qualité de vie au travail,
de démarche, je dirais. Finalement, on parle de nous, ce sont des barbarismes, RSE, de ces enjeux socio-économiques, finalement, de responsabilité sociale, qui finalement remettent de l'humain, remettent de la nature et remettent du sens dans la manière dont on consomme cet environnement de travail. Ce que vous décrivez, Samy Fatine, est-ce que dans un monde idéal, si toutes les entreprises l'appliquaient véritablement, est-ce qu'on pourrait sauver l'humanité ? On pourrait en tout cas fortement y contribuer. C'est vrai qu'on a du mal, on ne perçoit pas toujours bien que finalement l'immobilier c'est le deuxième, je dirais, producteur de CO2 dans le monde après le fret international. Et quand on perçoit ça et qu'on se rend compte de l'échelle, on s'aperçoit que ce que nous faisons, effectivement, dès qu'on commence à intervenir sur notre environnement de travail, et l'environnement de travail, mais aussi les bâtiments, puisque le grand public est amené aussi à contribuer à sa manière sur les habitations, eh bien on voit qu'il y a un impact, il y a immédiatement un vrai impact. Les petites rivières font les grands ruisseaux. Là, on parle quand même déjà beaux ruisseaux qui vont faire des beaux fleuves et pourquoi pas des belles mers. Et je pense que oui, si le monde avait les moyens et pouvait et prenait la décision de réellement agir dans ce domaine, alors on n'atteindrait peut-être pas l'objectif, mais en tout cas, on y contribuerait fortement. Et puis, il n'y a pas que l'immobilier qui doit contribuer, donc c'est ouvrir la voie. Cette émission va bientôt s'achever, ça passe trop vite, mais je vais vous laisser le mot de la fin. Bernard Werber, vous qui avez toujours une vision, j'ai envie de dire un coup d'avance sur tout le monde, on le voit dans vos ouvrages. Non, mais c'est vrai, c'est pas de la flagornerie, véritablement. Vous avez une vision avec du bon sens et beaucoup d'imagination, en effet. Vous la voyez comment, la société de demain ou d'après-demain ? Je pense que la solution des grandes cités de type Shanghai, New York, où ce qu'on voit n'est pas une solution du futur. Il va falloir faire des structures plus petites, connectées, et plus des grandes, comme des tas de petits villages qui sont connectés, et non plus des énormes cités dans lesquelles on est complètement coupé de la nature. Il y a un moment... On ne peut pas être des foules entières à se précipiter dans le métro et à sortir comme ça, comme ces grands serpents qui dégorgent d'êtres humains. On ne pourra pas laisser un monde comme ça. Nos enfants ne peuvent pas s'épanouir là-dedans. Il y a un moment, il faudra trouver une manière de remettre la nature dans nos villes. Mais on va être forcé de le faire pour une raison très simple. C'est que, je regarde les actualités, inondations et incendies. C'est-à-dire la nature est en train de manifester qu'elle n'est pas contente en noyant les villes. Parce que je regardais ce qu'il y a aux États-Unis, ce qui se passe en Asie, et en faisant des incendies dans les forêts. Rien, un truc tout simple, mais Paris risque d'avoir une inondation de type 1910 parce qu'il y a le métro, il y a le fleuve, et qu'on a de plus en plus de pluie. Et il y a un moment, malgré tous les systèmes qu'on a l'impression qu'ils nous protègent, ils ne nous protégeront pas complètement. Je pense qu'on risque d'avoir je ne sais pas comment on appelle ça, la décennale. À ce moment-là, on s'aperçoit, en bétonnant partout, en mettant du goudron partout, en fait, on ne permet pas à l'eau de ruisseler. Et donc, du coup, on n'est plus dans un univers qui est adapté à la nature. Donc, l'avenir idéal, je le vois avec des petites structures connectées plutôt que des grandes structures dans lesquelles on s'est complètement coupé la nature. Avec en plus le réchauffement climatique dont il faut tenir compte. C'était passionnant et c'est une émission que je vous invite à voir et à revoir si vous étiez avec nous en direct évidemment. Vous pouvez vous délecter évidemment de cette émission, mais aussi du dernier ouvrage de Bernard Werber aux éditions Albin Michel, La valse des âmes. Merci infiniment Bernard Werber d'être venu sur notre plateau. Cette émission s'achève, du verbe à l'action. Un prochain numéro très vite, très rapidement. Merci infiniment à Samy Fatine. Merci. Et à Planon, évidemment, qui contribue aussi à un avenir meilleur dans les entreprises, notamment. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Salut. Planon a été heureux de vous présenter Du verbe à l'action.